Bonjour et bienvenue à ce nouvel webinaire de l'Institut Jacques Delors. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à le suivre et à nous rejoindre. Webinaire tantôt en anglais, tantôt en français, et cette fois-ci en français, et pour cause, puisque nous allons, avec vous aujourd'hui, parler des rapports compliqués, pour ne pas dire contrariés, des Français à l'Europe, au projet européen. Nous tenons ce webinaire près d'un an après les élections européennes, souvenez-vous. Fin mai, se tenaient les élections pour le renouvellement du Parlement européen. Et ce qui était déjà frappant, c'était de voir d'une part une nette participation en hausse peu partout, mais y compris dans notre pays, et des résultats assez contrastés, souvenez-vous. Il y avait un coup d'à-coude entre le Rassemblement national et la République en marche, avec le Rassemblement national en tête, une belle percée d'Europe Écologie Les Verts, parti pro-européen s'il en est. Et donc, à travers ces résultats, déjà, il y a un an, on voyait cette ambivalence des Français à l'égard du projet européen. Ambivalence qui n'est pas nouvelle. On a récemment commémoré les 70 ans de la déclaration Schuman du 9 mai 1950. On sait que notre pays est à la fois le pays de Schuman, le pays qui a lancé, par exemple, la communauté européenne de défense, et en même temps qui l'a enterré. On est le pays qui a lancé le projet de constitution et en même temps qui lui a dit non. Et donc, ce sont toutes ces contradictions presque au sein de nos opinions, ces clivages, cette bipolarisation, qu'un rapport que nous avons produit avec Kantar et avec le CEVIPOF de Sciences Po, que nous vous proposons de présenter aujourd'hui. Rapport qui montre, je dirais, toutes les nuances de l'opinion française vis-à-vis du projet européen. Et pour décrypter cette opinion française un peu compliquée à suivre, mais qui s'est dégradée vis-à-vis de l'Europe au fil des dernières années, pendant le quinquennat en cours, eh bien, je suis heureux de recevoir avec nous aujourd'hui les trois auteurs de ce rapport. Je commencerai par, dans l'ordre de leur apparition, Bruno Cotresse, qui est chercheur CNRS au Centre de recherche de sciences politiques de Sciences Po, le CEVIPOF, qui est spécialisé justement dans le décryptage des attitudes et des opinions, des comportements politiques des Français, notamment vis-à-vis de l'Europe. Donc, merci Bruno Cotresse d'être avec nous. J'accueille aussi Emmanuel Rivière, qui est le directeur général de la division publique de Kantar. Kantar, qui, pour peut-être certains d'entre nous, est plus familier sous son ancien nom de TNS Sofres, que je rappelle juste pour mémoire, mais qui est bien aujourd'hui Kantar, et vous présidez le centre Kantar sur le futur de l'Europe. Et ce n'est pas la première collaboration que nous commettons ensemble avec l'Institut Jacques Delors. Donc, merci Emmanuel d'être parmi nous. Et puis, enfin, j'accueille Thierry Chopin, qui, on peut dire, est l'initiateur au départ de ce projet, de ce sujet, qui est conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors et professeur à l'Université catholique de Lille, à l'ESPOL, plus précisément. Donc, merci à vous trois d'être parmi nous. On a très hâte de vous écouter pour vraiment mieux comprendre quel rapport nous avons, nous, Français, avec cette Europe, le projet que nous avons en quelque sorte enfanté et en même temps que nous ne reconnaissons pas toujours comme notre propre enfant. Alors, pour commencer, je voudrais passer la parole à Bruno Cotresse pour peut-être en lui demandant le sous-titre de votre rapport, c'est le retour de l'Europe en France. On a beaucoup parlé du retour de la France en Europe, mais votre rapport, c'est à la fois un cri d'alarme pour demander un retour de l'Europe en France. Expliquez-nous pourquoi. Merci. Avec le micro. Le micro est désactivé, il me semble. C'est une bonne entrée. Merci de recommencer, s'il vous plaît, Bruno Cotresse, parce qu'on vous a raté. Allez-y. Oui, je remercie Sébastien pour son introduction et je trouvais que c'est une bonne entrée en matière de s'interroger sur les raisons qui nous ont conduits à ce titre, entre défiance et ambivalence, et aussi le retour de l'Europe en France. Alors, s'il y a un sujet qui est vraiment un sujet sur lequel beaucoup d'hommes et de femmes politiques en France ont voulu
animé le débat public depuis 20 ou 30 ans en France, c'est la question de l'Europe, évidemment. Mais curieusement, on peut dire que dans le même temps, la France, qui a connu deux très grands débats sur la question européenne, la ratification du traité de Maastricht et la Constitution, le référendum sur la Constitution européenne en 2005, deux très grands moments de débat démocratique, s'il en est, eh bien, ce pays qui effectivement a animé ces deux grands débats, aujourd'hui, curieusement, il y a une forme un peu d'atonie de la question de l'Europe dans le débat public en France, alors même que la France a élu en 2017 un président de la République qui a voulu porter très haut la question de l'Europe et le message européen, alors même que ce président de la République ne cesse de vouloir expliquer que le seul et unique clivage politique qui doit conduire les réflexions en France, c'est le clivage entre ce qu'il a appelé à un moment donné les nationalistes belliqueux et les progressistes européens notamment. Eh bien, on voit que curieusement, la question de l'Europe dans le débat public en France ne fait pas l'objet aujourd'hui un très fort investissement malgré tous ces efforts. Donc notre étude, elle plaide effectivement, d'abord, elle donne un certain nombre d'outils de compréhension et puis elle essaye de plaider, notamment dans ses grandes conclusions, sur un certain nombre de conditions sur lesquelles on pourrait réamorcer un véritable débat européen en France. Et tout notre rapport va essayer de montrer toute la difficulté de le faire, puisque les Français naviguent quelque part entre la défiance et l'ambivalence. On le voit très bien dans les premières diapositives que vous voyez, qui est un indicateur tout simple, un indicateur d'opinion au fond qui est suivi dans tous les pays, dans de très nombreuses enquêtes. Il est régulièrement suivi par l'enquête Eurobaromètre, la confiance dans l'Union européenne. Et ce qu'il a vraiment d'intéressant, cet indicateur, c'est que la confiance est un indicateur qui est bien sûr composite, mais en même temps, c'est un très bon résumé synthétique de ce que inspirent des institutions. Et là, on voit que la France est tout au bout, à droite de ce graphique, avec un taux de non-confiance, de pas confiance, qui est très élevé, 58%. Et on voit tout de suite que le décor est déjà planté. Un pays qui est un pays qui, globalement, est très marqué par la défiance dans les institutions. Il n'y a pas que les institutions de l'Union européenne dans lesquelles les Français n'ont pas confiance. Mais alors là, vraiment, sur la question de l'Europe, on voit que c'est vraiment particulièrement net en France, la question de la défiance. Et on voit que si on regarde en tendance depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, la courbe rouge, qui est la courbe de l'absence de confiance dans l'Europe en France, et la courbe rose, qui est l'absence de confiance dans l'Union européenne en Europe. On voit que ces deux courbes sont assez parallèles, mais la courbe française est toujours plus haute. Alors, on voit quelque chose d'extrêmement intéressant à droite, au bout de cette courbe. Eh bien, comme s'il y avait un décrochage en fin de parcours. Depuis 2017, à nouveau, un paradoxe, l'élection du président Macron qui veut porter très haut la question de l'Europe dans le débat public en France. Et on voit que la distance relative avec la moyenne européenne s'écarte. Et on voit tout de suite que cette caractéristique de l'opinion française, qui est une opinion qui n'a pas confiance dans l'Europe, est une donnée très importante depuis de nombreuses années. Alors, on a réalisé, grâce à la richesse de l'enquête de l'Eurobaromètre, l'Eurobaromètre propose, on a de l'ordre de pratiquement une dizaine d'indicateurs qui ont été traités simultanément avec des techniques de l'analyse statistique multivariée. On voit que si on prend en compte des indicateurs comme la confiance dans le Parlement européen ou dans la Commission européenne, l'optimisme sur l'avenir de l'Europe, le sentiment que la démocratie en Europe fonctionne, donc des indicateurs qui sont des indicateurs d'un soutien à un niveau assez général quand même de l'Union européenne, eh bien on voit tout à gauche de notre graphique, on voit la position de la France indiquée par le petit drapeau bleu, blanc, rouge, qui est à côté aujourd'hui de l'Italie, la Grèce, le Royaume-Uni, juste au-dessus, vous voyez, qui est pratiquement à la même distance que la moyenne de l'opinion en France. Ce graphique a une courbe qui est une courbe en U d'une certaine manière, qui est très caractéristique des analyses multivariées lorsqu'on les réalise sur des échelles d'attitudes politiques. Mais on voit que sur une pluralité d'indicateurs, et plus seulement le seul indicateur de confiance dans les institutions, on voit à nouveau se confirmer la position de la France comme un pays
qui est caractérisé par des attitudes très négatives vis-à-vis de l'Europe, très loin de tout un tas d'autres pays, et qui se retrouve dans un club qui finalement aujourd'hui est un club de pays qui ont l'air d'être des pays de l'euroscepticisme. On voit notamment la position du Royaume-Uni qui n'est pas si loin que ça, et des pays qui ont glissé dans un rapport très négatif à l'Europe, et je pense en particulier à la Grèce. Pour ceux qui analysent les données de l'Eurobaromètre depuis très longtemps, on voit à quel point cette topographie des pays a été profondément bouleversée depuis la crise de 2007-2008. Alors, je passe la parole à Emmanuel qui va nous expliquer maintenant à quel point c'est plus compliqué. On n'est pas seulement le pays de la défiance dans l'Europe ou du rapport négatif, mais on voit notamment grâce à ce graphique, on est aussi le pays de l'ambivalence de l'opinion par rapport à l'Europe. Oui, juste avant que Emmanuel prenne la parole, je voudrais, merci beaucoup Bruno Cotresse, vous inviter tous nos participants à rappeler que vous pouvez bien sûr poser des questions à nos intervenants pour la deuxième partie de ce webinaire. Vous savez qu'il suffit pour ça, en vous connectant, d'écrire votre question dans la partie qui s'y prête. Vous pouvez aussi, comme on dit en bon français, liker la question qui vous plaît pour la faire remonter. Et dans la deuxième partie de notre webinaire, donc Mathieu Meunier les posera à nos intervenants. Et merci de les poser dès à présent, puisque si vous les envoyez trop tard en fin de webinaire, on ne pourra pas forcément les traiter. Voilà, ce rappel étant fait, sans plus tarder, je passe la parole à Emmanuel. Merci. Merci Sébastien. Pour enchaîner sur des aspects techniques, peut-être bonjour à tous, préciser à tous ceux qui nous font l'amitié d'assister à ce webinaire que pour voir l'ensemble des graphiques, ils peuvent masquer les vidéos des intervenants quand il arrive qu'elles cachent le graphique, et celui-ci en vaut la peine, puisque l'analyse factorielle qui a été présentée par Bruno, cette analyse prenant en compte plusieurs dimensions, c'est bien qu'il y avait une continuité d'attitude entre des gens farouchement opposés, ou en tout cas négatifs sur beaucoup de dimensions, d'autres de la même manière assez systématiquement positifs sur un certain nombre de dimensions. Et entre ces deux pôles, il y a en gros une espèce de continuum, et comme l'a dit Bruno Cotresse, les Français naviguent. Et c'est un des points que nous voulions éclairer à travers ce travail, c'est celui qui consistait à comprendre pourquoi sur certaines dimensions les Français pouvaient apparaître favorables et sur l'autre occupaient des positions qui nous placent parmi les pays qui semblent les plus négatifs. Il y a une question historique des eurobaromètres qui rend bien compte de cela, c'est celle-ci qui apparaît actuellement, qui consiste à demander aux gens s'ils pensent, s'ils ont de l'Europe, de l'Union européenne plus exactement, une image positive, neutre ou négative. Question dont les résultats, d'ailleurs, ont le mérite de rappeler que le monde, que ce soit en France ou ailleurs, mais en l'occurrence en France, ne se partage pas entre pro et anti-européens. Et c'est cet entre-deux que nous voulions non seulement éclairer, mais comprendre. Et les tableaux suivants consistent en fait à avoir exploité cette question-là comme critère d'analyse de tout un tas d'autres dimensions. Pour vous donner les clés de lecture de ce tableau, dans la colonne positif figurent les réponses de ceux qui apparaissaient en bleu sur la courbe précédente, ceux qui ont une bonne image de l'Union européenne. Et puis à droite, les négatifs sont ceux qui étaient en rouge, la part de ces Français qui, eux, expriment une image négative de l'Union européenne. Et pour évidemment s'intéresser principalement aux ambivalents, cet entre-deux qui représente un tiers des Français qui nous disent j'ai une image plutôt neutre, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas d'image. D'ailleurs, on a vérifié ça en regardant ce que répondaient les gens qui sont à la fois ambivalents mais intéressés par les questions européennes. Et après quoi, on a exploré tout un tas de dimensions et utilisé ici un code couleur assez basique qui consiste à faire figurer plutôt en vert des attitudes favorables à l'Union européenne et à ses différentes dimensions. Et avec plus on va vers le rouge, moins on y est favorable. Et sur ce premier tableau, on fait apparaître que sur un certain nombre de dimensions, nos ambivalents sont assez proches des positifs et relativement
favorable dans les attitudes à un certain nombre de questions qui figurent elles aussi dans les eurobaromètres, et notamment le sentiment que l'Europe, c'est une voix dans le monde, que l'Europe a des pouvoirs pour défendre ses intérêts et ceux de ses États membres dans le monde, mais surtout deux questions clés. Je vais peut-être commencer d'ailleurs par celle qui est dans le bas de l'écran. Les ambivalents, tout comme les gens qui manifestent des attitudes favorables à l'Europe, de manière quasi constante, souhaitent davantage de mise en commun. Ils sont par ailleurs très majoritairement, les ambivalents et les positifs, favorables à des politiques communes sur tout un tas de sujets, l'environnement, l'immigration, etc. Puis, il y a une autre question qui montre aussi des ambivalents qui sont plutôt dans le camp des favorables, qui est la question de chaque vague de l'Eurobaromètre standard. Est-ce que notre pays pourra mieux faire face au futur s'il était en dehors de l'Union européenne? Eh bien, donc, ici apparaissent la réponse de ceux qui ne sont pas d'accord avec cette idée qu'on ferait mieux en dehors. C'est le cas évidemment des positifs à hauteur de 79%. C'est le cas aussi des ambivalents qui sont 62% à considérer cela. D'ailleurs, sur le graphique suivant, on voit bien qu'on a un peu dépassé quand même la question de l'appartenance. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, ou une chose ni bonne ni mauvaise dans l'ordre courbe bleue, courbe jaune, ni bonne ni mauvaise, ou une mauvaise chose, courbe rouge, de faire partie de l'Union européenne? Vous voyez que par rapport à cette question que commentait Bruno sur la confiance dégradée, avec une vraie chute, là, la question de l'appartenance n'est plus véritablement posée que par une minorité de Français aujourd'hui autour de 20%. Cependant, et c'est là aussi où les ambivalents, et sur les tableaux suivants, nous renseignent assez bien sur ce sur quoi ça ne se passe bien, mais d'abord sur cette question clé de la confiance, les ambivalents sont très éloignés des positifs, c'est ce qui apparaît dans la première série de chiffres, et assez proche des négatifs. Beaucoup les négatifs là, le sont vraiment, mais ils le sont aussi sur la satisfaction à l'égard du fonctionnement de la démocratie dans l'Union européenne, et ils le sont également sur des qualificatifs négatifs, donc là plus c'est rouge, plus c'est négatif, avec un sentiment d'éloignement et un sentiment de désinformation. Mais notons que sur ces derniers points, alors ça fait partie, là on a abordé une dizaine parmi la quarantaine de dimensions qui sont étudiées dans le rapport, pour montrer à la fois que les ambivalents basculent de l'un à l'autre, mais il se trouve que sur ce point, on voit aussi que, y compris les positifs, ont quelques difficultés. Il y a une majorité de positifs qui peuvent penser que l'Europe est éloignée. Alors, il y a bien des manières de comprendre ce qu'il y a derrière se éloigner, et je crois que c'est un des mérites du travail, et c'est le point sur lequel je cède avec plaisir la parole à Thierry Chopin, de montrer ce qui fabrique cet éloignement et autour de quelle représentation il se construit. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci de nous avoir rejoints pendant cette heure. Alors effectivement, ce qui nous a interpellés, Bruno Cotresse et Emmanuel Rivière et moi, à l'issue de cette étude, c'est de constater finalement cette ambivalence dont on parle depuis le début, et qui consiste d'un côté entre le fait qu'il y a finalement un attachement de principe à l'appartenance de la France à la construction européenne. Il n'y a pas d'europhobie finalement majoritaire dans le pays, et en même temps, si je puis dire, un euroscepticisme qui est fort, qui est de plus en plus fort, et qui nous a paru important d'analyser. Il y a eu évidemment beaucoup de grilles d'analyse et de grilles de lecture en fait sur l'euroscepticisme. Ce qui nous a paru important, c'est de mettre l'accent sur un facteur qui nous paraît éclairer en fait cette ambivalence que l'on a perçue dans les données qui viennent d'être présentées. Et ce facteur, c'est ce qu'on a appelé finalement le facteur culturel. On est parti de l'idée que finalement l'Union européenne, c'est d'abord une sorte de produit national, c'est une sorte de résultat de la convergence entre différents types de visions nationales. Or, la France, en fait, se singularise sans doute par un type de vision nationale très spécifique, qu'on a appelé une logique finalement de projection,
Et cette logique de projection, elle pousse en fait à percevoir la construction européenne, ou bien d'un côté comme un instrument lui permettant de promouvoir ses intérêts nationaux, mais de l'autre, cette logique de projection, elle conduit les Français à percevoir cette Union européenne comme une sorte de miroir reflétant en fait ce qui peut constituer ses spécificités les plus fortes sur le plan culturel. Et notamment, ce qui est très frappant, c'est de constater que ces spécificités, elles font écho à la prééminence finalement de l'État dans notre culture politique. Et donc, si on applique cet argument que l'on a mis au cœur en fait du rapport aux relations entre les Français et la construction européenne, eh bien, on peut tirer un certain nombre de leçons sur au moins 3 registres assez structurants qui permettent de mettre en perspective ces rapports complexes et ambivalents en fait, des Français vis-à-vis de la construction européenne. Le premier de ces rapports, c'est finalement le premier de ces registres, pardon, c'est vraiment le registre politique et institutionnel. C'est l'idée que finalement ce qui caractérise en propre le modèle culturel français sur le plan politique, c'est la centralité de l'État, c'est la prévalence et la prééminence d'un État souverain qui est centralisé. Et ce modèle politique-là, il est orthogonal avec le modèle politique qui caractérise l'Union européenne. Pour le dire en d'autres termes, du point de vue de la répartition verticale du pouvoir, on a en France affaire à un État centralisé qui est évidemment tout sauf, pour reprendre l'expression d'ailleurs qu'avait utilisée Jacques Delors pour qualifier la construction européenne, une fédération d'États-nations. On est aux antipodes entre les deux modèles politiques. Du point de vue de la séparation horizontale des pouvoirs, on pourrait dire, pour utiliser peut-être une formule un peu rapide, que les Français ont fait le choix de Rousseau contre Montesquieu et que le système très complexe de balance des pouvoirs qui caractérise l'Union européenne, ce système de polyarchie, eh bien, il est aussi aux antipodes, il n'est pas en ligne en tout cas avec le modèle politique français beaucoup plus centralisé. En fait, cette matrice-là, cette matrice culturelle, en tout cas en termes de culture politique, elle a évidemment des conséquences sur les rapports qu'entretiennent les Français avec l'Union européenne, dans la mesure où par exemple, les Français ne conçoivent pas majoritairement qu'une décision soit le résultat d'un compromis négocié entre une pluralité de partenaires. Pour le dire rapidement, le compromis en France est fortement connoté négativement. Le compromis, c'est la compromission d'abord et avant tout. Et les Français ont du mal en fait, à percevoir que les décisions au niveau européen sont le résultat en fait, d'intérêts divergents qui, à l'issue en fait, d'une discussion, d'une négociation longue et complexe, produit la décision. La décision, en France, est un acte de volonté centralisé qui tombe d'en haut. Ce n'est certainement pas le résultat d'un compromis négocié. Et donc, on voit bien que sur ce registre encore, eh bien, l'articulation entre le modèle français et le modèle européen, cette articulation s'avère problématique. On pourrait multiplier évidemment les conséquences en fait, de l'impact en fait, de la matrice politique sur le rapport des Français à l'Europe. Deuxième registre sur lequel s'applique assez bien, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de montrer avec Bruno et Emmanuel dans ce rapport, sur lequel s'applique assez bien cet argument de culture politique et la centralité de l'État, c'est finalement le registre économique. Puisque, et c'est l'objet en fait des données que vous avez devant les yeux, il est assez clair que les Français font partie des opinions publiques en Europe qui nourrissent en fait une défiance assez forte, relativement forte, voire très forte vis-à-vis du libéralisme. Or, l'Union européenne, je crois que c'est pas être trop rapide ni caricatural de résumer les choses comme ça, c'est d'abord un marché, qu'on s'en réjouisse ou que ça nous déplaise, c'est d'abord et fondamentalement un marché qui est surmonté par une monnaie unique pour 19 États membres sur 27. C'est un marché qui repose sur un principe de libre concurrence. C'est un marché qui repose sur 4 libertés. Et cette défiance en fait, des Français assez importante vis-à-vis du libéralisme, évidemment, conduit à un rapport complexe au marché, très souvent considéré comme le grand méchant marché en réalité. Il y a cette idée que le marché, la concurrence, le libre-échange
ce sont des éléments, des composantes structurantes en fait, du projet européen. Et j'allais dire, c'est manque de bol. Les Français sont mal à l'aise avec ces éléments-là. Et encore une fois, les enquêtes d'opinion le montrent assez bien. Troisième et dernier registre sur lequel on a essayé d'appliquer cette logique de projection hexagonale vis-à-vis de la construction européenne et qui permet de mettre en perspective et sans doute d'expliquer assez fortement le rapport complexe et ambivalent des Français à cette construction européenne. C'est finalement un registre non plus politique, non plus socio-économique, mais davantage géopolitique, en tout cas à l'échelle de l'Union européenne. C'est la réticence en fait, des Français vis-à-vis de l'élargissement, des élargissements. Ça a été évidemment le cas historiquement, le double veto gaulliste à l'adhésion de la Grande-Bretagne. Ça a été le cas après la rupture de 1989 et l'adhésion entre 2004 et 2007 des pays centre et est européens à l'Union européenne. Et on voit bien que c'est le cas aussi quand le président français actuel tient un discours, pour dire le moins, sceptique sur la pertinence de l'adhésion de pays comme la Macédoine du Nord ou l'Albanie en fait, à l'Union européenne si l'Union européenne ne se réforme pas. Donc il y a vraiment cette idée dans la projection, finalement, cette logique de projection française, que l'Europe idéale, c'est une petite Europe. C'est une petite Europe qui serait une sorte de France en plus grand, sans jouer sur les mots. Et ce qui nourrit une forme de nostalgie pour une petite Europe qui ressemble d'ailleurs à une sorte d'Europe carolingienne, à laquelle on pourrait peut-être ajouter le sud de l'Italie, et ce qui peut permettre aussi d'expliquer l'attirance, en tout cas du point de vue du discours français qui majoritairement plaît aux Français, d'une Europe en fait à géométrie variable, qui ne pourrait finalement se développer, s'approfondir, puisque l'élargissement serait considéré comme étant d'ailleurs opposé à l'approfondissement, qui ne pourrait s'approfondir que par la constitution, la reconstitution de petits groupes d'États restreints, permettant de montrer l'exemple et d'aller de l'avant. Donc, au regard de ces trois éléments, en fait, ce qui est assez évident, c'est que l'Union européenne est perçue par les Français comme une sorte de réalité à la fois politique, économique, mais aussi géopolitique, très dérangeante vis-à-vis de ce qui constitue, on pourrait presque le dire comme ça, en propre leur identité politique du point de vue de la culture fondamentale en fait, qui est la nôtre, avec cette centralité de l'État et cette logique de projection que j'évoquais tout à l'heure. Merci beaucoup Thierry pour cet exposé, ce rappel en fait, des causes profondes, presque structurelles dans notre culture politique et économique de notre pays, de notre société, qui explique toute cette ambivalence des Français vis-à-vis de l'Europe. Je pense que nos trois intervenants nous ont permis non seulement d'en prendre toute la mesure, de voir la dégradation de cette confiance ces dernières années, de aussi la situer par rapport aux autres pays. Je vois que dans les graphiques, la Grande-Bretagne y figure toujours puisque ces données ont été faites avant le Brexit, mais c'est intéressant de voir que on est très proche souvent de l'opinion britannique, avec aussi pourtant une culture et des fondements tout à fait différents et une forme d'euroscepticisme qui n'a rien à voir avec celle d'outre-Manche. Pendant que vous parliez, 20 questions sont tombées. On a une petite demi-heure devant nous pour y répondre. Je ne sais pas si on pourra toutes les traiter, mais je vais sans plus tarder passer la parole à Mathieu pour déjà vous poser la première question. Merci. Bonjour. Alors, la première question qui a été relayée pas mal par nos auditeurs concerne l'impact qu'a la crise du Covid sur la perception des Français de l'Union européenne. Peut-être M. Cottresse, si vous voulez répondre à cette question. Oui, pour le moment, les mesures que nous avons réalisées, et je fais référence à une enquête qui a été réalisée au CEVIPOF, juste avant et juste après le confinement, dans 3 pays, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Il s'agit de l'enquête annuelle baromètre de la confiance politique, dans lequel on a une mesure de confiance dans l'Union européenne. Il n'y a pas eu d'impact pour le moment. La confiance dans l'Union européenne reste basse en France.
reste beaucoup plus élevée en Allemagne. Elle est pratiquement au même niveau au Royaume-Uni et en France, ce qui en dit long quand même sur la complexité du rapport des Français à l'Union européenne. Et pour le moment, je dirais que dans le brouillard à la fois très épais des opinions publiques vis-à-vis de la sortie de crise, vis-à-vis de la gestion de crise, le rôle de l'Europe n'apparaît pas pour le moment, je pense, de manière très claire aux yeux de très très nombreux Européens. Et malgré les réactions de la Banque centrale, pour le moment, je dirais que les opinions me semblent être plutôt dans des problématiques qui sont un peu loin de la question européenne. Ça viendra sans aucun doute parce qu'en sortie de crise, je pense que beaucoup d'Européens vont essayer de comprendre comment on a pu être tellement dépendant des importations chinoises. On a pratiquement tous les jours, en tout cas pour la France, un élément douloureux qui nous le rappelle. C'est maintenant des commandes mal réalisées, des petits goupillons dont on doit se servir pour faire des tests. Enfin bon, je pense que oui, dans les semaines et dans les mois à venir, cette question va prendre de l'importance. Si je peux rebondir avec une étude que cette fois nous n'avons pas faite ensemble, mais que Kantar a réalisée dans les pays du G7, donc 4 pays européens et 3 de l'Union européenne, corroborant l'enquête Cevipov sur la confiance inférieure en France au niveau qu'on constate en Allemagne, proche de la Grande-Bretagne, proche aussi de l'Italie, c'est un pays qu'on a interrogé. Pas dégradé au sens où on aurait pu l'anticiper au vu des commentaires. La moitié des gens déclarent faire confiance à l'Union européenne pour faire face à cette crise. C'était moins mauvais en Italie que la question sur la coopération européenne. Interrogés sur l'entraide entre les Européens, les Italiens sont non seulement négatifs, mais devenus encore plus négatifs entre la mi-mars et la mi-avril. Mais une question très frappante, qui renvoie d'ailleurs à d'autres commentaires ou questions qui ont été posées, la France, en revanche, est bonne dernière sur la connaissance des mesures prises par l'Union européenne, au même niveau que la Grande-Bretagne, ce qui est quand même tout à fait édifiant, et bien loin derrière l'Allemagne et l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins de gens en France qui disent avoir entendu parler de mesures prises par l'Union européenne pour faire face à la crise du Covid. Merci. Alors, la question suivante que j'avais retenue était également pour Monsieur Rivière. Est-ce que l'on peut déduire de la position des ambivalents qui souhaiteraient davantage d'Europe qu'au fond, ils sont pour l'Europe, mais pas cette Europe-là, pour reprendre le vieux slogan de 1992? Elle est pour Bruno et Thierry qui compléteront peut-être ma réponse aussi, mais je veux bien commencer. Et pour aller assez dans le sens de la manière dont c'est formulé, et dans le rapport est introduite une notion sur les différentes formes de soutien, et pour insister sur le fait qu'il y a une forme de soutien théorique, qu'on qualifie ici de soutien diffus sur le principe, les valeurs, les grandes idées autour de la construction européenne, mais que ce qui fait défaut, c'est un soutien qu'on qualifie de soutien spécifique, assis sur du concret, des constats et une expérience finalement positive. Et c'est un peu ce qu'on retrouve vraiment chez nos ambivalents, c'est-à-dire que sur tout ce qui correspond à une construction théorique autour à la fois des valeurs et y compris des principes qui leur paraissent de bon sens dans un schéma mondialisé où les menaces ont, qu'il s'agisse d'ailleurs de pays ou de futurs fléaux, des dimensions planétaires. L'Europe semble avoir en théorie la taille critique. Quand il s'agit de constater ce qu'elle véritablement produit, délivre, concrétise, il y a un sentiment de fait d'une certaine déception. Pour compléter la réponse d'Emmanuel, il me semble que l'une des principales caractéristiques de l'opinion en France par rapport à l'Europe, c'est effectivement cette question de l'ambivalence. Un segment important de l'opinion en France n'est pas dans le rejet de principe de l'Europe.
il est dans l'absence de perspective et de sens. C'est-à-dire que c'est pas vraiment... si on regarde sérieusement les données d'opinion, on voit que la probabilité d'avoir un jour un Frexit majoritaire dans le pays est pratiquement nulle. Pratiquement nulle. Le constat majoritaire en France, c'est on est en Europe, il n'y a pas de retour en arrière. Par contre, on voit depuis quinzaine d'années, quelque chose comme ça, après le référendum de 2005 qui avait lancé cette idée de l'autre Europe, on voit beaucoup une grosse interrogation sur on est dedans, mais pour aller où, avec qui? Et de ce point de vue-là, on a le sentiment souvent d'avoir un peu une perte de sens. Voilà, on est dans le bateau, mais pour aller où, avec qui, pour faire quoi? Et à ces réponses extrêmement simples, on voit que les Français trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de réponses qui leur sont données, me semble-t-il. Si je peux compléter cette double réponse, je pense qu'effectivement la question des résultats est importante. La question politique en fait que Bruno vient de souligner est fondamentale. Et je pense que cette question en fait du sens, c'est quand même la question politique et la question démocratique en fait par excellence. Ce qu'on montre aussi dans le rapport, c'est que quand même ce qui fait basculer les ambivalents du camp de ceux qui sont très attachés à la construction européenne vers des formes de scepticisme qui peuvent s'avérer très forts, c'est non seulement la question de la méconnaissance, on y reviendra sans doute, de la réalité de l'Union européenne, de ce qu'elle est, mais aussi la question démocratique et le sentiment que on doit pouvoir en fait exercer ses droits politiques au niveau européen. Évidemment, il y a un Parlement européen qui est élu au suffrage universel direct. Évidemment, nos chefs d'État et de gouvernement bénéficient d'une forme de légitimité directe ou indirecte au sein du Conseil européen, etc. Donc, formellement, juridiquement, le système fonctionne sur le plan démocratique, mais sur un registre beaucoup plus directement politique. Le sentiment qui est donné notamment aux Français qu'ils peuvent finalement agir, ils peuvent exercer une influence, débattre des différentes orientations et définir finalement collectivement les objectifs politiques susceptibles de donner du sens à cette construction à l'avenir, là les choses en fait sont beaucoup plus compliquées. Donc attention à ne pas résumer en fait et ne pas réduire la question de la légitimité politique à la seule question de la production de résultats dans telle ou telle politique publique. C'est très important, c'est une condition nécessaire. C'est certainement pas en fait une condition suffisante. Et à cet égard, évidemment, la question démocratique est une question fondamentale. Merci. Alors, la question suivante recoupe plusieurs questions. C'était des questions sur le rôle des médias pour faire mieux connaître l'Europe en France et l'absence de l'Europe dans les médias. Je crois que M. Cottresse voulait répondre. Oui, je dirais que c'est une vieille question de recherche. Si on regarde la littérature académique sur l'opinion publique et l'Europe ou sur le sentiment de la légitimité de la construction démocratique européenne, on va trouver beaucoup de travaux qui ont été faits qui essaient de mettre en corrélation la tonalité des médias vis-à-vis de l'Europe et les tendances. La tendance des opinions publiques. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites en laboratoire, dans des départements de sciences politiques. On va exposer des gens à des informations négatives, à des informations positives sur ce que fait l'Union européenne ou ce qu'elle ne fait pas. Et on va essayer de mesurer quel effet d'information se traduit sur les opinions publiques. Et globalement, on voit qu'il y a un effet de la tonalité quand même. Si la tonalité d'ensemble des médias est globalement négative, comme au Royaume-Uni, ça finit quand même par avoir un effet, ça crée un climat du débat public qui est un climat qui est fondamentalement différent des autres pays. Donc il y a un effet effectivement de la tonalité. Par contre, l'un des défauts réguliers de ce type d'analyse de recherche, c'est que très souvent, ils vont regarder le contenu des médias dits de qualité, le journal Le Monde, par exemple, etc. Et on manque beaucoup
d'analyse sur l'effet de l'exposition à une information en continu. Par exemple, sur les chaînes d'infos, je n'ai pas vu beaucoup de choses, par exemple en France, sur le temps exact de contenu sur la question européenne chez BFM TV, voyez-vous, etc. Ça nous manque beaucoup. Et je dirais, pour conclure, je dirais qu'il me semble que à la fois la question médiatique et la question de l'éducation des citoyens et presque de l'instruction civique, si j'essaie d'élargir au-delà de la question des médias, de la question de l'instruction civique à la question européenne, reste un fondamental. En démocratie, éduquer le citoyen et améliorer son stock de connaissances politiques me semble être une condition non négociable d'une démocratie de qualité, mais ça ne fait pas tout. Il faut des relais, des partis politiques, des syndicats. Donc, le point faible me semble être beaucoup le fait de faire vivre l'Europe et de l'incarner dans la vie de tous les jours, d'un travailleur, d'un citoyen. Mais incontestablement, il y a beaucoup à faire sur la question de l'éducation civique et de l'instruction et de l'amélioration de l'instruction sur les questions européennes. Ce n'est pas faute que ça n'existe pas. Hein. Si vous regardez les manuels de classe des élèves de l'enseignement primaire en France et secondaire, ils ont des choses qui concernent l'histoire de l'Europe, mais une fois que ça est fait, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup qui soit fait. De toute façon, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup qui soit fait au-delà de l'enseignement obligatoire sur la question de l'instruction civique, qui reste un grand chantier pour moi pour avoir une démocratie de qualité. Si je peux ajouter un mot là-dessus, effectivement, je partage complètement le point de Bruno sur l'importance en fait de l'enjeu éducatif à moyen long terme. Je crois qu'il est fondamental en fait d'ancrer le fait européen dans le système éducatif français. Alors c'est fait plus ou moins dans l'enseignement supérieur en fonction du type d'études qui est suivi par les étudiants ou les étudiantes, mais par contre dans le secondaire, je peux en parler en fait un peu en connaissance de cause. On est en train de préparer en fait un rapport sur ce sujet au sein de l'Institut Jacques Delors. Dans une dimension comparative, et il est clair en fait qu'il y a des choses aussi à dire sur cet ancrage relatif du fait européen dans l'enseignement secondaire français en fait notamment. C'est important évidemment d'un point de vue d'éducation civique, puisque les traités affirment l'existence au moins sur le plan juridique de citoyens européens. Faut-il encore donner une réalité, évidemment, et un contenu à cette citoyenneté, et ça passe évidemment par l'éducation civique. Il y a aussi évidemment un enjeu de culture historique, et un enjeu de culture historique qui doit conduire à décentrer le regard national vers évidemment des réalités nationales qui sont pas uniquement, qui relèvent pas uniquement des réalités françaises. Et on revient évidemment au point évoqué tout à l'heure à cet égard. Un des enjeux qui permettra aux Français sans doute de surmonter leur défiance vis-à-vis de la construction européenne, c'est sans doute de rompre avec une forme de vision statocentrée et franco-centrée de l'Europe, en fait. Et évidemment, ça passe d'abord par l'éducation. Donc ça, je crois que c'est un point important. Et la deuxième remarque en fait, que je voulais faire, en lien avec la question des médias, mais peut-être plus généralement avec la question des relais d'opinion. Bruno évoquait très juste titre la question de la tonalité souvent négative en fait, qui est relayée par les médias modulo, évidemment, certains médias qui sont beaucoup plus allants que d'autres sur les questions européennes, beaucoup plus positifs. Mais cette question de la tonalité, je pense que c'est aussi un enjeu pour d'autres types de relais d'opinion, et notamment les politiques. Et y compris parmi des hommes et des femmes politiques qui sont issus de partis a priori favorables à la construction européenne, mais il est très frappant de voir un discours en fait souvent très sceptique, très critique vis-à-vis du marché européen, vis-à-vis de la politique commerciale européenne, vis-à-vis souvent d'ailleurs d'éléments fondamentaux et structurants de la réalité en fait de ce qu'est l'Union européenne. Et donc j'avais dit, on a souvent dit ça d'ailleurs de Cameron hein, quand il avait organisé le référendum, comment est-ce qu'on peut critiquer l'Union européenne du lundi au samedi et de demander aux gens de voter non, de voter pour rester le dimanche, alors le jeudi en réalité en Grande-Bretagne, mais il y a aussi cette ambivalence en fait, elle existe aussi
au sein d'opinions politiques qui peuvent, sur le principe, être très favorables à la construction européenne et, dans le discours, tenir finalement des propos qui peuvent alimenter une forme de scepticisme et de défiance vis-à-vis de cette construction. Donc, à tout le moins, pour ce qui concerne ces partis en question, il s'agirait au moins de rappeler, de mettre en évidence quels sont les bénéfices en fait, de cette construction européenne avant de critiquer en fait, à l'envi ce pourquoi ils sont censés se battre. Merci. Alors, la prochaine question est pour Monsieur Rivière. Donc, une auditrice nous demande « Il serait intéressant de savoir si le taux de confiance ou de non-confiance est le même pour chaque institution européenne. Les divergences au sein du Conseil avec la résurgence des égoïsmes nationaux sont très néfastes au projet européen et sont plus médiatisées que certaines positions fortes du Parlement européen qui dépassent les clivages nationaux et ou politiques. » Alors, pour répondre précisément à la question sur la confiance, on a des résultats très proches entre l'Union européenne, ce qu'on a partagé, où la confiance en France est de 32%, donc en retrait par rapport à la moyenne européenne d'une dizaine de points. On a à peu près la même chose en termes de décalage par rapport à la moyenne de l'Union européenne sur la confiance dans la Commission européenne, qui est à 34%, et dans le Parlement européen, c'est à 35%. Et du coup, l'Union, généralement, d'ailleurs, ce ne fait pas la moyenne sur les ensembles des institutions. Ça se cale sur le niveau le plus bas. Mais en fait, ce serait merveilleux qu'il y ait des écarts forts entre, d'un côté, une confiance haute ou basse dans la Commission et puis un résultat très différent dans le Parlement européen, parce que ça veut dire que tout ça se serait approprié, intégré et qu'on fasse des différences. Je crois que ce que ça montre, c'est un tout encore sans doute trop indistinct qu'on met dans le niveau de confiance dans l'Union européenne. Cela étant, et pour arriver à la deuxième partie de la question, il y a un peu, alors même si là aussi c'est pas totalement approprié, il y a la question aussi de la confiance dans le Conseil européen, mais je dirais que je ne crois pas que ce soit très construit, ça, chez les Français. En revanche, il y a quelque chose qui a été très éclairant, notamment dans une enquête qualitative procédée par entretien de groupe faite en France à la demande de la Commission européenne il y a quelques années, qui avait été rendue publique, qui montrait qu'une des difficultés, un des griefs que les Français exprimaient à l'égard de l'Union européenne, c'était précisément l'étalage qui leur avait semblé patent au moment de la crise des dettes souveraines et renouvelé au moment de la crise des migrants, des égoïsmes nationaux. Il y a quelque chose de très déconcertant par rapport à cette projection qu'évoquait Thierry, de vouloir faire quelque chose en plus grand. Alors, peut-être effectivement une tendance à vouloir que ce soit un peu trop la France, mais c'est bien faire quelque chose en plus grand. Et il y a quelque chose d'antinomique dans l'idée que voilà, ce soit aussi le théâtre de réactivation, d'opposition, d'antagonisme qui serait lié à des intérêts nationaux. Ça, c'est un petit peu déstabilisant et je pense que derrière les interrogations exprimées et mises à jour par ce rapport sur l'Union européenne, il y a cette question fondamentale-là. Est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord à 27 ? Merci. Donc, je reviens sur un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé. C'est une question pour M. Cottresse. La France peut-elle comprendre le fédéralisme ? D'abord, je suis heureux de répondre à cette question. Je sais qu'elle émane d'un éminent spécialiste de l'Europe. J'ai vu ça, à qui je transmets mon bonjour. Et c'est une belle question parce qu'au fond, c'est très souvent une hypothèse que l'on fait à propos de ce rapport particulier de la France à l'Europe. C'est d'en appeler à une explication de très longue durée en disant l'État unitaire français, qui en plus, dans une période au cours, on va dire, du XXe siècle, c'est construit en plus sur ces dimensions d'État protecteur, sur une logique d'uniformité territoriale, où l'idée que quel que soit le lieu où l'on vit, quel que soit le lieu où l'on est né, on accède aux mêmes biens publics. C'est vrai que c'est une idée qui est fondamentale dans la matrice historique française. Ça, c'est incontestable. Donc, il y aurait une difficulté spécifique à la France de comprendre la gouvernance multiniveau
et certains disent ça a déjà été très douloureux pour la France d'essayer d'avancer sur la décentralisation, et donc c'est encore plus douloureux au niveau européen. Je crois qu'il y a là un élément qui est intéressant. Néanmoins, je remarque que tous les pays qui ont des gouvernances régionales fortes n'ont pas la même attitude positive vis-à-vis de l'Union européenne qu'on pourrait le dire pour le cas de l'Allemagne. Si je pense à l'Italie ou à l'Espagne d'aujourd'hui, on voit que cette dimension régionale très forte chez nos voisins d'Europe du Sud n'introduit pas forcément un rapport plus facile à la question de la supranationalité. Voilà. Mais il y a incontestablement là une difficulté très importante, et à travers ce que disait Thierry Chopin tout à l'heure, l'apprentissage d'un regard dénationalisé en France sur la question de l'Europe, je crois qu'il y a quelque chose là de très important qui se joue. Je suis frappé, moi, de voir l'absence de culture européenne de beaucoup de Français pourtant très favorables à l'Europe, y compris parmi les élites. Très peu connaissent bien, au fond, l'ensemble des pays de l'Union. Il y a de très nombreuses personnalités politiques françaises qui ne comprennent pas l'Europe centrale et orientale, tout simplement. Donc voilà, il y a là un enjeu qui est très important, mais je vois bien qu'il y a une difficulté très, très forte en France pour essayer de comprendre la dimension supranationale, mais ça n'est pas le fédéralisme ou la gouvernance régionale n'introduit pas nécessairement non plus une opinion forcément favorable. Peut-être Thierry, si tu voulais rebondir sur cette question. Oui, j'en profite aussi, j'ai pas mal d'auditeurs qui ont posé également la question du libéralisme en France. Je ne sais pas si tu veux aussi... Oui, alors, simplement, peut-être une référence que je trouve très utile, en fait, peut-être pour répondre à la question. Il y a un magnifique article d'Olivier Beau qui s'intitule, en fait, Fédéralisme, fédération, histoire d'un concept impossible en France. Et Olivier Beau, en fait, fait la généalogie de toutes les difficultés que l'on rencontre historiquement et théoriquement pour penser en fait ce texte. Et c'est vrai, quand on regarde d'ailleurs la littérature à la fois de politique et de théorie du droit, la place laissée à l'État et à la souveraineté est considérable. Les travaux sur la fédération et le fédéralisme sont beaucoup plus restreints. Donc je crois que ça dit quelque chose. Je crois que la conséquence quand même sur le rapport des Français à la construction européenne est une conséquence vraiment, vraiment importante, parce qu'évidemment cette matrice de l'État souverain, central, unitaire, nous rend quand même mal à l'aise vis-à-vis de la réalité politique et institutionnelle de la construction européenne. On en parlait tout à l'heure. Même si, effectivement, peut-être que du point de vue des opinions publiques, ça ne doit pas nous conduire à penser que les États qui sont décentralisés ou régionalisés beaucoup plus fortement que le nôtre, en fait, seraient plus europhiles. Néanmoins, du point de vue de la place, je veux dire, qu'occupe en fait tel ou tel État au sein de l'Union européenne et de l'influence en fait, que tel ou tel État peut exercer au sein de cette Union européenne, je trouve personnellement que la forme politique centralisée ou décentralisée, fédérale, rend tel ou tel État à même d'être plus à l'aise en fait, dans cette construction européenne que d'autres. Et typiquement, si un État comme l'Allemagne peut exercer aujourd'hui une influence politique très forte au sein de la construction européenne, c'est qu'il en comprend très bien en fait, les règles du jeu, c'est qu'il sait ce qu'est un compromis négocié en permanence, c'est que l'appropriation d'une gouvernance effectivement à multiniveau et d'un système qui est polyarchique, c'est quelque chose qui est finalement naturel au moins depuis 1949. Si un pays comme la Belgique s'est aussi toujours senti très à l'aise dans cette construction européenne, ce n'est pas complètement par hasard. Et si la Belgique a souvent produit d'ailleurs et donné à cette construction de grands dirigeants, c'est aussi parce que ces dirigeants évidemment sont acculturés à cette question du polycentrisme. Donc je pense quand même que cette question de la forme politique a un impact sur la relation que tel ou tel pays, je distingue bien peut-être les gouvernants des opinions publiques, mais peut entretenir
avec cette construction européenne. Et je pense qu'en France, sans mauvais jeu de mots, le fédéralisme, c'est un peu comme au Royaume-Uni, c'est un peu F ou out. Donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'injure. De la même manière pour le libéralisme. Il n'y a pas un parti politique en France qui ose en fait se qualifier de libéral. C'est que historiquement, ça dit aussi quelque chose de notre difficulté à accepter ce principe-là, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans une certaine mesure sur le plan politique. Quand on voit le système de gouvernance à la française, son caractère très centralisé, c'est quelque chose en fait qui relève à la fois de la centralisation qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui relève aussi d'une forme peut-être d'illibéralisme politique. Encore une fois, plutôt Rousseau que Montesquieu. Merci. Et donc la dernière question, c'est un sujet dont on a rapidement parlé, c'était l'élargissement. Donc une auditrice nous demande, il me semble que les élargissements ont eu lieu trop rapidement, empêchant une adaptation à la nouvelle géographie de l'Europe et un manque d'explication claire du besoin de transformer le système de vote au niveau des chefs d'État, empêchant l'adoption de la nouvelle constitution. Avec trop de membres, à part sur certains sujets, l'unanimité est impossible, d'où l'impossibilité d'avancer ensemble. Peut-être une réaction à ce commentaire? Je veux bien commencer. Oui, bien sûr. Et puis évidemment, je laisserai compléter Bruno et Emmanuel. Alors, je me permets de faire peut-être la pub d'un article en fait, qu'on a coécrit et co-publié récemment avec Sébastien Maillard, avec Łukasz Macek et Jacques Rupnik, qui vient de paraître dans la revue Esprit, précisément en fait, sur ce sujet-là. Je ne vais pas rappeler les arguments évidemment développés dans ce texte, mais cette vision-là, en fait, d'un élargissement qui aurait été trop vite et puis qui finalement s'opposerait à l'approfondissement, est une vision quand même très française, qu'on ne trouve pas vraiment dans d'autres pays membres. D'abord, objectivement, l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale n'a pas été plus rapide que les élargissements aux pays du Sud, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, après la fin des dictatures ou des régimes autoritaires. C'est objectivement constatable. Cette vision-là, elle signale aussi quelque chose de très important, me semble-t-il. C'est l'idée qu'il y aurait cette opposition entre approfondissement et élargissement, sans considérer que finalement l'élargissement pourrait être une forme d'approfondissement de la construction européenne. Je pense qu'il faut quand même se poser la question. Si on dit un Tchèque, pour prendre un seul exemple, mais finalement, l'adhésion de ton pays, elle a été trop rapide, ça apporte un pays supplémentaire, donc c'est bloquant parce qu'il y a des sujets qui sont soumis à l'unanimité. La réponse, en fait, que ferait ce Tchèque à un Français ou une Française qui lui dirait ça, consisterait à dire, mais tu sais, si mon pays avait été du bon côté du rideau de fer en 1950, peut-être que la République tchèque ou la Tchécoslovaquie, en fait, aurait été un membre fondateur. C'est un vrai argument. Donc, il faut faire très attention à ça. Ça ne veut pas dire, évidemment, que l'élargissement ne pose pas un certain nombre de difficultés auxquelles il faut répondre, et notamment avec ce qui se passe en ce moment dans certains pays d'Europe centrale, en Hongrie ou en Pologne. Mais peut-être attention à ne pas amalgamer en fait, les différents problèmes. Et pour rebondir, j'abonde totalement dans le sens de Thierry. J'ai toujours ressenti beaucoup de malaise avec cet argument qui me semble antinomique à l'idée de dire l'Europe c'est tellement bien que c'est juste pour nous et c'est pas pour vous. Ça me paraît totalement antinomique au projet européen. Effectivement, il y a une problématique de 2004 avec 10 pays d'un seul bloc qui arrive, mais je partage ce qu'a dit Thierry, c'est-à-dire qu'il faut essayer de ne pas exagérer la différence entre approfondissement et élargissement. Nous avons encore à élargir l'Union européenne. La réunification totale du continent n'est pas encore achevée. Il y a des parties qui sont des foyers, des centres de la culture européenne qui restent. Je pense notamment à l'ancienne fédération yougoslave. C'est en cours, voilà, c'est pas achevé, c'est pas encore achevé. C'est formidable d'avoir les Slovènes et les Croates. Il en manque encore quelques-uns à l'appel. Et puis il y aura un jour. Alors je pense que derrière la question de l'élargissement, il y a toujours un peu en toile de fond la question délicate de l'élargissement à la Turquie, qui est sans doute encore un autre
notre cas de figure est là aussi quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup moins résumable à quelque chose de schématique. Lorsque on s'est élargi en 2004 à 10 nouveaux pays, la France tenait avec la Grèce le record de l'hostilité à cette perspective, pour des raisons différentes. Mais pour la France, il y avait notamment une crainte d'une forme de dumping social à s'élargir à des pays, puis aussi à l'époque une crainte migratoire. Se sont ajoutées, à mon avis, deux choses, effectivement, avec notamment, comme le mentionnait Bruno, la Turquie en tête, quelque chose qui est d'ordre identitaire, sujet sur lequel tu as beaucoup réfléchi et écrit, Thierry. Et il y a aussi un peu la question de est-ce qu'on n'arrive déjà pas très bien à fonctionner à 28, 27, parce que pour certains, c'est l'explication. Quoi de plus? Après, je ne suis pas sûr que les Français sachent, même aujourd'hui, qu'il a été question de s'élargir à des pays qui sont dans les Balkans, qui avaient eu un quasi-accord donné à la Macédoine du Nord, etc. Je pense que cette question de l'élargissement n'est pas fixée dans les esprits. Voilà, l'heure tourne pendant que nous avons essayé avec vous de mieux comprendre ambivalence, c'est vraiment le mot juste pour voir toutes les nuances qu'il y a dans cette opinion française vis-à-vis d'un projet européen dans lequel à la fois elle se reconnaît, elle se projette et en même temps n'y retrouve plus du tout son idée d'origine. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir éclairés sur toutes ces contrariétés, sur toutes ces contradictions internes à notre opinion, non seulement on le voit d'ailleurs dans les clivages territoriaux, mais aussi dans les clivages sociaux. Et je retiens aussi, comme ancien journaliste, aussi toute la difficulté d'informer sur l'Europe qui est très singulière à notre pays et qui montre aussi qu'il y a beaucoup de pain sur la planche devant nous pour avoir une meilleure connaissance de l'Europe. Je voudrais finir peut-être effectivement en rappelant ce projet que Thierry Chopin est en train de mener à l'Institut sur l'éducation à l'Europe, puisqu'on sait que c'est aussi un aspect, et ça a été dit, très important dans la façon dont on se forge une opinion sur le projet européen, la façon dont il est présenté dans le secondaire. C'est l'objet d'une étude comparative que nous présenterons à la rentrée scolaire en septembre. Et donc, voilà, je prends déjà date pour un prochain webinaire qui sera en quelque sorte le complément de celui-ci sur les questions des Français à l'Europe. Je voudrais aussi, effectivement, Thierry l'a signalé, pour que la question d'élargissement est très prégnante, signaler cet article que nous avons fait, qui est dans la revue Esprit sur les Français et l'élargissement et comment aussi changer de regard, de récit, de narratif sur cette question. Il ne me reste plus qu'encore une fois à remercier nos trois intervenants, à remercier tous les participants qui ont été très nombreux. On a presque été 200 à un moment donné de cette heure. Merci à toutes vos questions. Désolé de ne pas pouvoir toutes les prendre, mais on a déjà, je pense, pas mal avancé sur ce sujet. On y voit plus clair. Mathieu, je remercie aussi d'avoir pu modérer ce débat et de l'avoir organisé. Rendez-vous à très bientôt pour un prochain webinaire de l'Institut Jacques Delors.